Et puis on va continuer, on va dire aussi merci à tous ceux qui ont suivi le débat ce matin. Puis on souhaite bonne chance aussi à tous ces élèves qui s'apprêtent à entamer le deuxième trimestre, les élèves ainsi que les enseignants également. Et puis on souhaite bonne chance, bon courage aussi aux classes d'examen et les parents également qui vont passer les examens avec leurs enfants bien entendu. Eh bien on continue notre programme, on va tout de suite parler de tourisme dans un instant avec d'abord ce reportage qu'on vous invite à découvrir, les infrastructures touristiques dans la région de la wilaya de Ain Salah. C'est un reportage signé Majid Benqassi. 320 lits seulement pour une aussi grande wilaya déléguée située à 700 km au nord de Tamanrasset. Une région pourtant très prisée par les touristes locaux et étrangers. Ain Salah, c'est de cette ville qu'il s'agit, a toujours constitué un passage obligé pour les visiteurs qui viennent du nord, du sud, de l'est mais aussi de l'ouest algérien. Souvent on s'arrête à Ain Salah avant de poursuivre sa route vers d'autres destinations du grand sud algérien. Je suis ici à l'hôtel Tidiket depuis 2010. Même il y a des touristes, il y a beaucoup de passagers maintenant. Okay. Oui, c'est très important d'ailleurs, surtout au moment hivernal. Donc c'est un très bon climat. La wilaya déléguée d'Ain Salah comprend 3 établissements hôteliers, donc l'hôtel Tidikelt qui vient d'être rénové, et dans le cadre de l'investissement privé, 2 hôtels privés sont en chantier pour une valeur de 140 milliards de dinars. Il s'agit des hôtels Bajouda et Hadji. Nous avons rencontré Abdelghani, un de ses investisseurs. Lui, il est dans l'hôtellerie depuis déjà quelques années. C'était en 2013 lorsqu'il avait lancé la construction d'un hôtel en plein centre-ville d'Ain Salah avec 60 chambres pour une centaine de lits. Quelques années après, il lance une extension. C'est un investissement dans le cadre du tourisme avec la réalisation d'un hôtel et d'un restaurant, et cela en plein cœur de la ville. Nous avons ouvert partiellement en janvier 2017 pour répondre un tant soit peu aux attentes des autorités, vu le manque cruel d'infrastructures hôtelières. Un manque d'infrastructures qu'il faudrait rattraper pour surtout agir sur les prix proposés dans les hôtels qui demeurent encore élevés. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, eh bien, nous allons pas parler tourisme avec Hamid Belkacem dans un moment. En tout cas, il va venir dans un moment. On va parler plutôt donc du prix littéraire Yamina Meshakran. Nous l'avons annoncé en tout début donc d'émission durant le sommaire. Eh bien, on est très heureux de parler de ce prix, surtout qu'il récompense donc l'écriture féminine. Avec nous, une membre du jury et pas des moindres, puisqu'il s'agit avec nous donc ce matin de Madame Aziza Lounis. Bonjour. Bonjour Madame. Bienvenue parmi nous. Merci infiniment. Vous êtes membre du jury, membre et aussi membre organisatrice donc de ce prix, et vous êtes professeur de littérature française à l'université d'Alger, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Alors vous avez pris part à toute cette effervescence qui tournait autour donc de ce prix, Yamina Meshakran, qui s'inscrit aujourd'hui dans la durée. Tout à fait. Il a été institutionnalisé et ce n'est que justice. Exactement. Et surtout rendre hommage à cette grande dame qui est restée assez discrète dans l'ombre. Et pourtant, avec ce roman, La grotte éclatée, elle a fait beaucoup parler d'elle. Et le second aussi, malheureusement. Elle est partie trop tôt. Oui, elle est partie trop tôt. Tout à fait, tout à fait. C'était une combattante, une battante. À tous les sens du terme. Exactement. Son métier aussi. Professionnel. Oui, exactement. Mais je trouve que heureusement, Monsieur le ministre a eu l'initiative très heureuse de créer ce prix et ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu, puisqu'aujourd'hui, le relais est là. Exactement. Et bien entendu, elle a su, par sa force, par son écriture et surtout sa recherche dans son domaine, et pas que, dans la littérature, de semer cette graine qui va aujourd'hui probablement être plus... Ça va perdurer. Voilà, perdurer dans le temps et surtout dans l'espace, puisque c'est tout le territoire national qui est touché par cette envie d'écrire aujourd'hui. Oui, ben, écoutez, c'est tout à fait normal aussi. Hein. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne s'attendait pas, lorsque Mme Nadjem a pu, à l'initiative de Monsieur le ministre, créer, si vous voulez, cet ensemble qui s'appelle Ramage. Oui. Et
vous savez, c'était vraiment une pionnière, et nous avec. C'était un projet, et il était tout à fait légitime de mettre quand même en lumière nos écrivaines. Voyez-vous, qui étaient totalement ignorées. Moi-même, je ne les connaissais pas, ou si peu. Oui. Et lorsqu'on a eu le plaisir de les recevoir, lorsque je les ai entendues, je vous assure que j'étais pleine de fierté, parce que j'ai découvert des femmes admirables, à tous les sens du terme. Bon, je ne connaissais pas encore les écrivaines, mais elles étaient là pour parler de leur vie et surtout de leur projet d'écriture. J'ai trouvé qu'elles étaient très courageuses. Voilà, et ça c'est le prix. Donc à la cérémonie de remise de prix, bien entendu, il y a donc plusieurs dames. Toutes n'étaient pas présentes, les lauréates n'étaient pas toutes présentes, parce qu'il y a eu donc un titre posthume, bien sûr, le prix donc, littéraire en Amazigh. Exactement. Voilà. La littérature française aussi, enfin. Oui, elle n'a pas pu être là. Elle n'a pas pu être là. Mais enfin, je pense qu'on va tout de suite essayer de raccommoder cela. Oui. Elle finira par venir et puis on pourra la voir, l'écouter. Tout à fait. Surtout qu'elle ne s'y attendait pas. C'est super. En tout cas, ce qui est formidable, encore une fois, c'est de récompenser dans différentes langues, donc les trois catégories. Donc les catégories, c'est donc la langue française, la langue arabe, avec, c'était donc Jamila Talbaoui, Qalb al-Ispani. Elle est extraordinaire. Le cœur espagnol. Elle est de Béchar? Oui, elle est de Béchar. Et justement, c'est là, quand on a eu cette réunion avec toutes les femmes écrivaines, puisque toutes ont parlé et de leur parcours et de leur vie, et déjà, quand elle s'est adressée au public, elle a été extraordinaire. Il y a une vie, il y a une force qui émane d'elle. Et surtout, elle prend une distance, n'est-ce pas? Et surtout, elle a un sourire extraordinaire. Elle a l'art d'attirer. Et je pense que son écriture est le reflet de sa personne. C'est extraordinaire. C'est encore une fois mettre en lumière des personnes qui restent peut-être dans la discrétion et en même temps qui se battent au quotidien. Absolument. Absolument. Alors, pour le deuxième prix, l'ouvrage de langue française, c'est Hadia Ben Salhi, donc avec son titre Orage. Et là, c'était vraiment la découverte. Absolument. Et c'était la surprise pour vous. Ça a été la surprise pour moi, déjà, moi personnellement, en tant que lectrice. Et c'est au moment où nous nous sommes réunis avec les autres membres du jury. Chacune a fait part de son expérience, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup d'ouvrages lus. Bon, il y en a qui ont été systématiquement écartés parce qu'ils n'arrivaient pas encore à maturation, si vous voulez, mais on en a quand même retenu 3, n'est-ce pas? Mais entre ces 3 et ceux qui avaient été également écartés, ça a été assez difficile. Mais les 3 que nous avons retenus étaient d'égal niveau. Oui. Et c'est pour ça que le choix a été quand même cornélien. Oui. Et ça nous a, personnellement, je parle de mon cas, parce que les autres, je suppose qu'elles ont vécu la même chose. Aucune de nous n'a parlé à l'autre de ses connaissances. Vous étiez séparés, c'est-à-dire que ce prix, la délibération, et bien sûr toute cette lecture que vous deviez faire, parce que vous aviez beaucoup de livres à lire, donc il y avait pratiquement 14 ou 16 ouvrages à lire absolument, et chacune dans son coin pratiquement. Chacune dans son coin, très solitaire, pas du tout, pas concertée du tout, et pourtant vous étiez, vous aviez la même analyse pratiquement, et vous vous étiez mise d'accord pratiquement sur les mêmes livres. Mais on ne le savait pas. Mais on le savait pas. Mais comme chacune avait pris ses notes, avait analysé, avait lu et relu, et on a eu aussi les mêmes réactions, puisqu'après on en a parlé. Il y a des livres, personnellement, il y a un livre qui m'avait particulièrement intéressée, et j'étais sûre que ce livre-là allait être choisi. Oui. Et dans mes lectures, j'ai trouvé un livre que je devais lire. J'ai lu la dernière, la 4e de couverture. Le résumé ne m'a pas plu. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? J'étais vraiment ennuyée. Je me suis dit, il va falloir quand même que je le lise. C'est une question de principe. Oui. Donc, après avoir lu les autres livres et fixé mon choix ou avoir une idée, je me suis dit, bon, à nous deux. Oui. Dès la première page, le titre. J'ai dit, tiens, ça n'avait rien à voir, en tout cas quand j'ai commencé à le lire, avec ce qui était annoncé, avec le résumé. Bon, et le résumé est ce qu'il est. Et puis j'ai commencé, et je l'ai achevé.
Il vous a accroché. Il m'a accroché. C'est en fait plus à m'en détacher. La réussite, bien sûr, de l'auteur. Hein. Oui. C'est aller sur tous les détails. Parce qu'un livre, c'est tout. C'est la première de couverture, c'est bien sûr le résumé. Vous le disiez d'ailleurs. Le résumé ne vous a pas attiré. Et pourtant, l'écriture à l'intérieur vous a complètement accroché. Oui, ça m'a accroché parce que j'étais vraiment surprise. Au moment de la lecture, voyez-vous, je lisais, et puis à un moment donné, j'éclatais de rire. Elle a l'art de passer du registre de l'écriture, de la narration, n'est-ce pas, au registre comique, presque, oui. Vous voyez. Mais comme ça, avec spontanéité. Je suis sûre qu'elle aura un avenir dans l'écriture. Hein, parce il faudra qu'on puisse la recevoir sur notre plateau pour pouvoir en débattre. Absolument. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. D'abord, c'est une enseignante. Elle est enseignante de français, effectivement. Elle a fait son parcours, une partie de ses études à Alger, puis ensuite elle est allée en France. Et elle est professeure de français. Mais écoutez, vraiment, j'étais contente. Et c'est ça aussi qui m'a confortée. Je me suis dit, je suis sûre que je ne me trompe pas. Alors que j'avais déjà fixé mon choix, vous voyez. Mais j'attendais quand même que les autres membres, que mes collègues et amis, donnent leur avis. Et quand on a parlé des ouvrages, j'ai dit, écoutez-moi, il y a un livre qui m'a sidérée, vraiment sidérée. Voilà. Ah, alors, la présidente du jury m'a dit... Madame Maïssa Bey Maïssa, oui, exactement. Elle m'a dit, oh, ben même moi aussi, quand je l'ai lu, texto, hein, elle m'a dit, j'ai dit, waouh. Ça m'a rassurée, parce que je n'étais pas très sûre. Je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que je ne me trompe pas? Vous savez, il arrive des moments où on peut s'égarer, on peut... Eh bien non, j'étais contente. J'étais contente. Évidemment. Et un autre membre du jury aussi, dans une phrase très lapidaire, a absolument défini tout le livre. Donc j'étais quand même contente. Je me suis dit, finalement, on a été juste. Parce que les autres livres retenus, ils étaient très bien aussi. Il y avait aussi Madame Nassera Belloula, avec son livre. Aimé Maria. Une très belle histoire. On l'avait déjà présentée dans Bonjour d'Algérie il y a quelque temps. Oui, c'est une très belle histoire. Mais je vais vous dire... tous les livres, enfin nos écrivaines, c'est normal, parlent, c'est des romans de société, elles racontent leur vie. Bon, il y a une tentative autobiographique maintenant peut-être plus avérée qu'autrefois, parce qu'une femme n'avait pas le droit de parler de certaines choses. Bon, d'accord. Il fallait quand même changer. Et puis, je trouve qu'on ne peut pas vivre dans un ronronnement. Quelle que soit l'écriture. Il y a eu d'autres livres aussi qui n'ont pas été retenus et pourtant qui auraient mérité par le genre, parce qu'on ne peut pas toujours rester dans le genre roman. Et le roman, il y a d'autres façons. Il peut y avoir des romans historiques. Et celui de Jehan Khalfallah est un roman historique. On n'en a pas eu des masses. Celui de, comment elle s'appelle, celle qui a écrit Pauvres cheveux, Madame Chouitel. Elle est enseignante, elle aussi. Oui, je sais, elle est enseignante à Boumerdès. Le roman des Pauvres cheveux, très original. Mais c'est un roman qui est quand même difficile. Et je le dis parce que l'auteur elle-même l'a dit. La structure est très compliquée. Il faut avoir quand même une formation, une culture. Vous savez, quand on lit un livre, une histoire, c'est pour son plaisir. On ne doit pas se casser la tête à essayer de découvrir ou de comprendre, surtout que le livre utilise des techniques. Le livre est un voyage. Oui, mais des techniques qu'il faut posséder. Et puis, c'est très original. J'entendais Maïssa Bey justement intervenir à la radio et parler justement du contenu du livre, des fautes aussi qu'il peut y avoir dans un livre. Alors tout cela, vous devez absolument prendre en compte. Et c'est surtout ça. Il y a quand même le fond, la forme. Et après tout, c'est un prix de littérature française, de français. La langue, il n'y a rien à faire. C'est imparable. Et je crois qu'il faut être intraitable. On n'a pas le droit. Or, justement, le livre de Mademoiselle Ben Sahli, celle qui a eu le prix, est un livre qui est écrit d'une manière admirable. Avec audace aussi. Avec audace et justement, parce que pour dire certaines choses audacieuses, il y a deux façons d'écrire. Il y a la crudité des mots, ou il y a l'élégance. Et c'est ça, le miracle. Je trouve que c'est un miracle. Vraiment, j'ai été frappée. Elle vous
vous annonce cela avec une simplicité. On est en train de voir justement la photo de Yamina Meshakra, Allah yarhamha, oui. et c'était tout dans son esprit. Elle-même écrivait de la sorte. Et d'ailleurs, les membres du jury avaient repris en disant, c'est vraiment dans l'esprit de Yamina Meshakra. Voilà. Le livre, donc. Exactement. C'est dans l'esprit. Dire tout, pouvoir tout dire, c'est pas évident, avec élégance et puis avec facilité, parce que, permettez-moi de vous dire, il est très difficile d'écrire simplement. Vous savez, aligner des mots, enfin des phrases ronflantes, etc., c'est à la portée de n'importe qui. Pour arriver à traduire quelque chose, un ressenti. Accessible aussi. Accessible. À tous les lecteurs. Tous les lectorats, voilà. C'est ce que je disais, enfin quand on en a discuté, je disais, il faut quand même penser au lectorat. Ce n'est pas seulement à celle qui a écrit. Et son livre doit être lu. Il faut qu'il soit lu, qu'il soit compris et qu'on adhère à ce qu'elle a dit, parce qu'elle dit des vérités sans phare. Oui, qui parle toujours, donc ça a été donc la question féminine toujours, qui tourne autour de la question de la femme, de la vie. La question de la femme, puis alors avec des choses, des douleurs, n'est-ce pas, très, comment vous dire, très discrètes, mais qui quelquefois vous dites, mais enfin, elle dit des choses pareilles avec un humour, une façon de... C'est des réalités crues aussi. Des réalités crues. Ah, mais alors, comme on dit vulgairement, elle ne ménage pas le lecteur, hein, mais seulement, c'est normal. Vous voyez, et c'est ça qui est difficile. On n'est pas choqué. Voilà, il faudrait qu'on la reçoive donc sur notre plateau pour pouvoir débattre autour de son ouvrage. Et puis, elle manie parfaitement la langue française. Vous en savez quelque chose, très vous bien. qui êtes elle écrit très bien. enseignante. Elle écrit très bien Professeur. parce qu'elle écrit. On sent que c'est très facile. Évidemment, elle a dû travailler, retravailler, mais à mon sens, quand on retravaille une écriture ou alors un roman, à force de vouloir simplifier, on finit peut-être par l'amputer. On dit quel nom. Vous voyez, chaque Ça a été un régal pour chaque mot a son sens. C'est ça. Et elle a le mot précis. Bien sûr. Elle a une très grande richesse de vocabulaire et elle connaît parfaitement les styles. Vous savez, on dit bien que le style, c'est l'homme, mais elle a trouvé son style. Voilà. Et on pourrait donc la mettre dans quelle catégorie donc d'auteur aujourd'hui? Auteur féminine, féministe, auteur... féministe, non, je ne veux pas lui faire cette injure. D'urgence. D'abord, je n'aime pas, permettez-moi de le dire, je de le cataloguer. dis. Cataloguer. Qu'est-ce que c'est que l'écriture féminine? Pourquoi il y a une écriture masculine, une écriture féminine? Bon, une écriture qui a été réalisée par des femmes, c'est tout. À l'époque où, je ne sais pas, moi, George Sand ou Madame de Lafayette écrivait. On disait pas, on disait et une quelquefois, femme beaucoup écrivain. de femmes écrivaient avec des prête-noms, donc, qui étaient masculins. voilà. Bon, George Sand, par exemple, n'est-ce pas? Aurore Dupin, elle avait pris un pseudonyme. D'accord, mais on n'a jamais dit que c'était une écriture féminine. Très bien. Colette est un écrivain féminin. Enfin, elle a écrit aussi des biographies. C'est un auteur extraordinaire, voyez-vous. Et là... Voilà, en tout cas, on souhaite bonne chance à tous ces futurs auteurs qui sont cachés, qui ne sont pas encore connus. Et grâce à des prix pareils, grâce à ce prix Yamina Meshakra, aujourd'hui, on a l'occasion de découvrir d'autres plumes. En tout cas, bravo à toutes ces dames qui ont participé cette année. Et puis, on félicite aussi, à titre posthume, l'ouvrage en langue amazigh Kaïssa Khalifi, décédé. Donc, et le titre, c'est Ihul Han. C'est cela, je pense. J'espère que je ne me trompe pas. C'est en amazigh. En tout cas, on salue sa famille et puis on présente toutes nos félicitations à sa famille. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle, Madame Aziza Lounis, vous êtes membre de l'organisation du prix Yamina Meshakra, professeure de littérature française, c'est cela, à l'Université d'Alger. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, on va continuer notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage signé Leïla Benaïcha qui nous fait découvrir une dame, encore une fois, à travers d'autres facettes, celui donc du savoir-faire manuel, avec ce portrait, la créatrice de bijoux en macramé. Amina Arab, une artisane assez singulière. Elle nous accueille chez elle pour nous faire partager sa passion pour le bijou macramé. Donc le bijou en macramé pour moi, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore faire. Et j'ai commencé à le faire, le macramé en lui-même, je l'ai appris il y a très longtemps, j'étais très jeune, et ce grâce à ma mère.
parce qu'elle m'avait inscrite à des activités extrascolaires durant mes vacances. Et c'est là où j'ai découvert le macramé et ça m'a beaucoup passionnée. Et étant jeune, j'ai beaucoup réalisé des œuvres telles que des sacs, des suspensions de plantes. Et sinon, pour le bijou en lui-même, j'ai commencé cela il y a 3 ans, où j'ai décidé de m'inscrire à un atelier de création de bijoux. Et donc, à partir de là, vraiment, ça a été une autre passion. Cette jolie collection de bijoux est réalisée avec la technique du micro-macramé, qui consiste à tisser un fil de coton ciré avec des différents nœuds, puis assembler ce tissage avec des nœuds et des perles. Tout d'abord, il y a le fil, qui est vraiment le matériel de base dans mon travail. Il est en coton ciré. Donc c'est un fil au coton ciré et c'est à partir de ce fil que je donne forme à mon bijou. Et j'agrémente mon travail en macramé avec des pierres qui sont semi-précieuses, telles que des agates, œil de tigre. C'est vraiment des pierres minérales qui ont des vertus sur l'esprit et le corps de l'être humain. Donc voilà, je travaille avec ces matériaux. Chaque bijou de Amina porte le nom Le Monde de Coco, des bijoux originaux et uniques faits entièrement à la main, conçus selon diverses inspirations. Concernant les couleurs, oui, je m'inspire beaucoup de la nature parce que l'harmonie des couleurs, il faut connaître ce côté-là. Et sinon, concernant les modèles, je suis plutôt dans les modèles ethniques. J'aime bien les bijoux ethniques et dans mes bijoux, je rajoute toujours une touche personnelle dans mon travail et je rajoute toujours aussi, des fois je fais des bijoux, je rajoute une touche de notre patrimoine, par exemple la khamsa ou la croix du Sud ou des fois des fibules. Adel, le mari de Amina, l'accompagne dans chaque étape de son travail et c'est lui-même qui gère sa page sur le web et il veille à la valorisation de ses créations. Au départ, j'avais compris que c'est quelque chose qu'elle aimait. Quand j'ai vu la passion qu'elle avait à faire son atelier ou faire ses bijoux, elle passait des heures et des heures sans jamais arrêter. J'ai compris que c'est quelque chose qu'elle aimait vraiment. Et la seule façon d'exceller dans un travail ou d'exceller dans un domaine, c'est de l'aimer. Et quand j'ai compris qu'elle aimait ça, je l'ai poussé, je lui ai dit de continuer à apprendre, regarder des vidéos. Je l'ai poussé à créer sa page. 2 ans déjà passés dans cette belle aventure avec le bijou macramé, Amina a des projets pour l'avenir. Mon projet pour l'avenir, c'est déjà, Inch'Allah, déposer le label. Et parce que vraiment, j'ai envie de donner un sens à mes travaux. Et pourquoi pas ouvrir un petit espace pour accueillir plus les clientes. Voilà, on peut être bien inspiré de Bon Matin avec ce reportage et pourquoi pas s'y mettre aux travaux manuels. Tout de suite, nous allons parler bien sûr d'écotourisme avec la rubrique qui vient chaque mercredi. Hamid Belkacem est là pour nous donner un petit peu les températures de ce qui se fait dans le domaine de l'environnement. La température. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Très bien, parfait. On va parler donc d'environnement encore et surtout d'écotourisme dans un moment. Oui. Voilà, on va présenter aussi notre invité, Monsieur Amin Bekouche. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, la Texaha. Vous êtes donc l'organisateur du Salon international du textile, mais pas que, de l'habillement et de l'équipement, c'est ça? Ça s'est déroulé donc le 21, ça a commencé le 21? Oui, le 21. Et ça se termine aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà. Inch'Allah, la clôture, oui. Inch'Allah. On va en parler dans un moment. On va donner la parole à Hamid pour nous parler donc d'écotourisme, c'est très important. C'est l'avenir aujourd'hui. C'est l'avenir parce que les potentialités, l'Algérie, c'est un pays continent, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. Et le tourisme se trouve aujourd'hui, pourrait, au conditionnel, être l'alternative pour les générations futures, pour trouver des financements à leur vie de tous les jours, une alternative aux hydrocarbures, et aussi créer de la richesse et de l'emploi. Comment? L'Algérie, c'est un pays qui possède les 4 saisons quasiment durant la même journée. On a une concurrence très rude à l'est et à l'ouest. C'est très difficile de mettre à niveau et la mentalité touristique et les infrastructures. Par contre, il faut voir ce potentiel, l'exploiter. Vous savez, on peut
On a l'impression qu'il fait froid chez nous, mais il fait beaucoup moins froid qu'au nord de l'Europe. Et au jour d'aujourd'hui, l'Algérie pourrait ramener, grâce à l'écotourisme, des dizaines de groupes de gens qui peuvent faire du tourisme vert à Al-Qala, par exemple, qui sont toujours à la recherche de notre potentiel, le soleil. Le soleil. Naturel. Et il fait beau, même s'il fait un petit peu frais, mais il fait beau. Vous avez des régions magnifiques comme Al-Qala, le lac des oiseaux, le lac Obeira, le lac Tanga, le lac El Mellah et tout. Vous avez les zones humides. Et il y a un nouveau tourisme qui... c'est la photo touristique. Il y a à travers le monde des millions de passionnés de photographie. Et on leur donne en Algérie prendre en photo le lever ou le coucher du soleil sur l'Askrem est quelque chose d'unique. C'est un site unique au monde. Sur le plateau de Jabaran à Janet, la même chose. Il y a des sites magnifiques. Il y a tous les parcs nationaux. En principe, aujourd'hui, on devrait pouvoir assister à la promulgation du parc national de Babor Tababort. On en a beaucoup parlé dans notre émission. Et ce sera, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, un parc national classé où l'on pourra, grâce à des guides, déguster des plats chez l'habitant, visiter, faire des randonnées pédestres. C'est un tourisme qui n'a pas, l'écotourisme, le tourisme vert, n'a pas besoin de beaucoup d'infrastructures. Il a besoin d'un minimum de connaissances pour les guides. Et Dieu seul sait que c'est pas ça qui manque, la volonté y est, le potentiel y est. Et on ne le répétera jamais assez, c'est un tourisme d'aventure. On peut aller à pied pendant une semaine avec comme seule logistique des petites tentes portées par des dromadaires et faire une randonnée sur le plateau de Jabaran, c'est dans la wilaya d'Ilizi, c'est pas loin de Janet, et voir parmi les meilleures gravures et peintures rupestres. On peut faire de l'escalade. On peut faire de l'escalade à Al-Khanfoussa, toujours dans la wilaya d'Ilizi. Je ne parlerai pas du balnéaire parce que le balnéaire est mal placé. Par contre, le balnéaire pendant cette période d'automne, de printemps, on a des îles. Il y a les îles Habibas, où il y a des oiseaux, où des photographes naturalistes peuvent aussi y accéder. C'est assez difficile pour les non-avertis. Les non-avertis, parce que quand même, c'est une île où il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'oiseaux. Mais c'est ce que recherchent aussi les touristes amateurs de photographie. C'est un marché à explorer. Il y a les parcs nationaux, il y a les hauts plateaux, il y a les zones humides. Vous avez, quand il y a les migrations des oiseaux, ce sont des moments magnifique. À saisir, absolument. À saisir. Et donc, c'est une forme de tourisme que l'Algérie... Il y a les oasis, il y a tout ce qui est... Les gueltas, il y a les balcons du Roufi, il y a des... vous avez du côté de Béjaïa le phare le plus haut perché au monde, et tous ceux qui sont passionnés et de photos et de mer pourraient... Sans parler, bien sûr, de ce côté archéologique, ce côté vaste aussi qui reste une richesse pour l'Algérie. La dernière découverte qui nous place berceau de l'humanité, ou de deuxième berceau de l'humanité en Afrique, c'est quand même... Et vous savez, par exemple, vous prenez un pays comme l'Italie, les Italiens sont très férus de la Rome antique, sur la route de la Rome antique, venir voir la basilique de Saint-Augustin ou l'Olivier de Saint-Augustin au Mador. C'est un tourisme qui n'a pas besoin de beaucoup d'infrastructures. En ce moment, on essaye d'essayer de rivaliser à l'Est et à l'Ouest par rapport à ce qui se fait. Et je pense qu'on devrait mieux s'orienter vers un tourisme de qualité, de découverte, qui est basé beaucoup plus sur le potentiel. On trouve énormément de groupes aujourd'hui. Ce sont des groupes spontanés, ce sont aussi des opérateurs touristiques qui ont compris justement l'utilité de l'écotourisme et ils le font un petit peu timidement. Il y a aussi d'autres associations. Il y a des associations, quand vous prenez... Seredi Adventure Club, qui font beaucoup pour le tourisme d'une manière, j'allais dire, ludique, d'une manière sportive. Quand on fait du deltaplane, quand on fait des sports qui sont peut-être extrêmes, mais vus de haut, du parapente, ça nous permet d'apprécier en une heure de parapente ce que l'on peut faire à pied pendant des journées. Donc, c'est une forme de découverte. Et bien sûr, se nourrir des erreurs des autres qui ont travaillé sur le tourisme de masse et plutôt... L'exemple de Barcelone, où il y a eu cet été des manifestations en pleine saison touristique, parce que les habitants de Barcelone étaient agacés par l'invasion, entre guillemets, des touristes. Ce tourisme de masse, on n'en veut pas. On veut du tourisme d'aventure, découverte,
pour découvrir le pays le plus vaste d'Afrique. Exactement. Merci beaucoup, Hamid. On continuera à en parler probablement dans d'autres émissions avec vous. Et pour revenir aussi sur ces assises, c'est pourquoi vous avez parlé aujourd'hui d'écotourisme. Les assises du tourisme, on en a beaucoup parlé cette semaine. Merci beaucoup. Restez avec nous. Okay. On va voir dans un moment, on va parler bien sûr de votre participation au salon, du Salon international du textile. Mais avant, on va revenir sur le reportage, puisqu'il y a eu un reportage qui a été réalisé. C'est un reportage signé Amel Issiridir qui nous plonge carrément dans cette ambiance du salon. Développer davantage l'activité industrielle en Algérie et par là même augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures, une politique adoptée par le gouvernement pour une redynamisation des segments stratégiques de l'économie nationale. L'industrie en Algérie commence à se développer. Les premiers chiffres de l'investissement en 2018 sont d'ailleurs éloquents. Il s'agit de plus de 4000 projets d'une valeur de plus de 1600 milliards de dinars, 60% dans le domaine industriel. Il y a précisément 4125 projets qui permettront la création de 14 300 postes d'emploi. 2300 projets industriels d'une valeur de 1039 milliards de dinars qui permettront de créer 92 000 postes d'emploi, ce qui est satisfaisant et prouve que la politique du président de la République pour la diversification de l'économie nationale se concrétise sur le terrain. Textile Expo et Algeria Stone, deux rendez-vous économiques réunissant des professionnels nationaux et étrangers qui désirent créer des partenariats et trouver des opportunités d'investissement. Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement algérien qui m'a donné cette chance de participer à ce salon et de découvrir le marché algérien qui est en constante évolution. D'ailleurs, nous sommes à la recherche d'opportunités d'investissement ici en Algérie. Pour voir si on peut arriver, disons, à nous introduire nous-mêmes sur le marché d'Algérie qu'on ne connaît pas. C'est la première expérience, mais on va voir si on a des chances. Des chances d'investissement dans divers domaines qui permettent notamment de créer de la richesse et de diversifier l'économie nationale. De retour sur le plateau, on a pu voir un petit peu tous ces participants et surtout voir les exposants. Eh bien, un exposant nous a rejoint, Monsieur Zoubir Sebou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes bien connu par les téléspectateurs du Bonjour d'Algérie. Ouais. On a déjà réalisé avec vous, notre journaliste Mariam Moussaïd a réalisé un beau reportage concernant votre entreprise donc de tannerie. Mitidja, ouais. Mitidja, voilà. Ouais. Bienvenue, vous avez participé pour la première fois donc à ce salon? C'est la première fois. Non, on a participé déjà à Oran. Oui. On avait un salon à Oran et ça c'est la deuxième fois à Alger. Pour moi, Alger c'est la première fois. Voilà. Donc j'ai l'habitude de participer un peu à l'étranger et cette fois-ci j'ai participé à Alger et ça m'a fait vraiment plaisir et c'était magnifique. Voilà, et puis surtout de voir d'autres exposants, d'autres aussi peut-être des contrats aussi qui seront signés probablement. Ouais, surtout avec les au niveau d'Alger ou Médéa, il y a beaucoup de travail avec ces gens-là. Les privés, maintenant ils commencent à se renoncer sur la chaussure, l'artisanat, ce qui m'a fait vraiment plaisir, surtout l'artisanat, parce que l'Algérie on voit d'ici 2-3 ans, il y a les constructions des hôtels, il y a le tourisme et tout. Donc, et le tourisme, il faut l'artisanat. Bien sûr. Donc, j'ai trouvé des jeunes qui sont... C'est relever le défi, encore une fois, pour mettre en valeur le savoir-faire et surtout la matière première algérienne. Voilà. Donc, qui est donc aussi une matière première qui est vraiment exportée et une matière première de qualité qui est très demandée. Très demandée et surtout maintenant elle est très demandée en Italie. La peau algérienne, elle a une structure qui est magnifique, une très bonne résistance et beaucoup d'étrangers, surtout les Italiens, ils sont intéressés ils sont intéressés par cette peau. Voilà, j'ai donné la parole à notre invité qui vient tout juste de nous rejoindre, mais en fait vous êtes l'initiateur de cette belle rencontre, le Salon international, donc avec bien entendu plusieurs participants. Parlez-nous de cette organisation. Oui. Bon, déjà, la SARCGCOM Event organise les deux salons internationaux au CIC d'Alger à Plateau Frahal, et sous le patronage de Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines. Bon, le premier salon, c'est Textile Expo, dans sa 3e édition. C'est le salon international du textile, cuir, habillement et équipement. Et le deuxième salon, c'est le salon international de la pierre naturelle,
marbre, céramique et équipement dans sa première édition. Bon, les deux salons, pour nous, ça commence dans c'est plein de potentiel de clients. Si on prend le premier exemple du Textile Expo, il y a plus de participants que l'année passée. Il y a 130 exposants. Il y a plus de 75 exposants internationaux venant de la Chine, de la Turquie, de l'Égypte, nos voisins, le Maroc et la Tunisie, et un peu de l'Europe, c'est ça. Voilà. Nous avons des concurrents directs dans le domaine du textile. La concurrence est rude, même à l'international. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire concernant ce domaine, ce secteur-là. Ah oui, ah oui. Bon, l'Algérie, on connaît bien que dans les années 80-90, on exportait du textile, mais après les importations, ça a tué bien sûr la production nationale. Ça a tué la production nationale. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut revenir, il faut encourager, il faut beaucoup travailler dans ce secteur parce que c'est un secteur de très grande importance. Généralement, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, après il s'habille. Exactement. On est beaucoup d'Algériens, 42 millions ou 40 millions. On s'habille beaucoup, on porte des chaussures beaucoup, on a beaucoup besoin de ce secteur, surtout avec les directives de notre gouvernement de réduire les coûts d'importation, de sortir de la diversification des hydrocarbures. D'encourager la production nationale et je ne pense pas que le savoir-faire, normalement c'est très facile de faire de la couture, c'est comme enlever de la pomme de terre. Tout à fait. Aujourd'hui avec la libre circulation, avec le comptoir africain aussi, qui est un comptoir qui va aussi permettre l'exportation. Donc de notre matière première. Bien sûr, on peut même, on a beaucoup de, par exemple, si on revient même dans les hydrocarbures, on peut faire beaucoup de, par exemple, si on prend l'exemple de polystère, polystère, on peut exporter d'où le monde entier a beaucoup besoin de cette matière. Récemment, on a trouvé des fabricants du coton à Adrar. On peut faire le même exemple, on peut satisfaire les besoins nationaux, on peut même exporter. Et même dans le vêtement, on peut concurrer les pays voisins, l'Europe. C'est avec le savoir-faire, il faut juste un peu de la technologie, c'est surtout le design, le savoir-faire, la mode. Et c'est à travers ces salons, c'est pour cela qu'on avait l'intention de faire ces salons pour faire ces rencontres, entre les professionnels, avec les étrangers et les nationaux, pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, qu'on peut accélérer et travailler plus pour arriver à faire quelque chose. C'est ça. Et côté donc salon aussi de la pierre, qui est aussi un secteur aussi à développer absolument. Ah oui, bien sûr, parce que généralement, on connaît bien que l'Algérie a beaucoup de liens avec les importations, si on prend l'exemple de l'Espagne, et avec les directives toujours de notre gouvernement, c'est d'encourager la production nationale. Et, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on a beaucoup de fabricants nationaux, c'est pour cela qu'on avait l'intention de déjà exposer ces exposants nationaux et de ramener les étrangers pour exposer leur savoir-faire, les machines, leur process, au lieu de se déplacer à l'étranger. La matière première, le marbre de Skikda par exemple, qui est renommé. Oui, généralement tout ce qui est matière première, on peut arriver à la satisfaction nationale, c'est ça, oui. Très bien. On en parlera sûrement, on aura peut-être des invités sur le plateau, grâce à vous, pour pouvoir aussi débattre et encourager surtout la production nationale. On redonne la parole aussi à notre invité qui lui aussi se place en bonne position sur le marché national et même à l'international. Oui, sur le national, maintenant je couvre après dans la région de Tlemcen, c'est une région vraiment de la chaussure, Médéa aussi, qui sont dans le vêtement, tout ce qui est vêtements et chaussures. Alger aussi, on est dans la chaussure et maroquinerie. Surtout Alger, il y a beaucoup de designers, il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées. Ils sont maintenant dans toute la maroquinerie et ça c'est un marché qui est très très important pour le futur, pour l'Algérie. Si on cible le tourisme en Algérie. Donc, ça, c'est très important. J'ai eu l'occasion aussi, j'ai rencontré un monsieur, il était de Tamaracet. Il m'a expliqué, il m'a donné, c'est un exemple, je vous donne juste un exemple. J'ai vu les bijoux de Tamaracet à base de une matière première, c'est le cuir. Donc, il veut créer aussi une tannerie à Tamaracet et on va l'aider pour faire une petite tannerie à Tamaracet. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et il m'a expliqué, il m'a dit qu'il y avait 80 femmes
80 femmes qui travaillent dans l'artisanat à Tamanrasset et c'était des bijoux magnifiques. Et je vous donnerai aussi un exemple. J'ai exposé en Italie, c'est à la foire de Milan. J'ai rencontré une américaine aussi. Elle faisait presque les mêmes bijoux que les gens. Et ça m'a vraiment touché. C'était magnifique. C'est beau, en tout cas, d'encourager ces initiatives. C'est pourquoi vous parliez tout à l'heure donc de l'artisanat et de la relance de ce secteur absolument. Voilà. En tout cas, bonne chance à vous. On aura l'occasion de vous recevoir aujourd'hui. Le temps était assez court, mais on aura l'occasion de vous recevoir pour en parler et développer un peu plus votre domaine. Bon courage à vous et puis bravo encore une fois. Je rappelle Monsieur Zoubir Seboub, vous êtes exposant dans le domaine de la tannerie de la Mitidja, c'est ça? Voilà. Merci encore une fois. Et puis je remercie Monsieur Amin Bekouch qui est l'organisateur de ces 2 salons internationaux. On vous souhaite bonne chance et puis on aura l'occasion également de reparler en tout cas de ces participants et bien entendu de ces secteurs respectifs. Merci beaucoup de nous avoir suivis, excellente journée à vous tous et puis on vous dit à demain 8h 9h30. Merci à toute l'équipe, au revoir.